Bienvenue, nouveau numéro de défense sur i24 News. Il est largement consacré à cette vague de terreur qui frappe Israël depuis plusieurs jours déjà. Le spectre d'une troisième intifada se profile, on en parle dans cette émission. אנחנו מדברים על מלכי ישראל, אז בסדר. Attaque au couteau à répétition, fusillade dans des autobus, affrontement entre Palestiniens et forces de Tsahal. Israël est plongé depuis le 3 octobre dans un engrenage de la violence, des violences qui s'intensifient et qui se généralisent. Elles font craindre une troisième intifada. Alors une intifada, c'est un soulèvement populaire, spontané et violent. Deux ont déjà frappé le pays en 1987 et en 2000. Rétrospective avec Alexandre Leduc. 9 décembre 1987, camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza. Une rumeur se propage. La mort de 4 ouvriers palestiniens dans un accident de la route causé la veille par un chauffeur israélien. Il s'agirait d'une réponse à l'assassinat d'un commerçant israélien quelques jours plus tôt. La population palestinienne se révolte après les funérailles et enclenche un processus d'insurrection populaire qui durera 5 longues années et coûtera la vie à 160 Israéliens et plus d'1 millier de Palestiniens. Une insurrection spontanée avec une arme symbolique, les pierres. Des centaines de fonctionnaires palestiniens démissionnent, des grèves générales éclatent, le système scolaire cesse de fonctionner, ainsi que les comités populaires censés gérer la vie quotidienne des Palestiniens. Partis de la bande de Gaza, la première intifada se propage au territoire de Cisjordanie et au quartier est de Jérusalem. En réponse, le ministre de la Défense adopte une politique de répression assumée, avec ces mots qui lui ont été attribués, mais qu'Yitzhak Rabin a toujours nié avoir prononcé. Il faut briser les jambes et les bras des lanceurs de pierres. La première intifada s'achèvera finalement par un processus diplomatique, les accords de Madrid qui mèneront eux aux accords d'Oslo. Juillet 2000, le sommet de Camp David réunissant Arafat, Barak et Clinton n'apporte aucun résultat. Le 28 septembre, Ariel Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées, une visite considérée comme une provocation par les Palestiniens. Le lendemain, le 29 septembre, à Kalkilia, durant une patrouille conjointe israélo-palestinienne, un officier des gardes-frontières est abattu par un policier palestinien. La seconde intifada a débuté. Elle sera violente, extrêmement violente, préparée et coordonnée. Aux attentats suicides dans le centre-ville des grandes villes israéliennes, aux assassinats de civils israéliens dans les territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le gouvernement israélien répond par des éliminations ciblées de membres des organisations terroristes et par une réoccupation partielle des villes palestiniennes de Cisjordanie. La violence palestinienne sera finalement brisée par les services de sécurité israéliens, mais cette réussite a un coût. Plus de 1000 morts israéliens, dont 70% de civils, et plus de 5000 morts palestiniens. Elie Carmon, bonjour. Vous êtes spécialiste de la lutte antiterroriste. Tout d'abord, est-ce qu'on trouve des points communs entre cette vague de violence et les deux précédentes intifadas ? Bonjour. On ne peut pas dire maintenant que c'est une intifada. Ça a pris plusieurs mois pour la première, la deuxième intifada pour la déclarer comme ce genre d'événement. C'est une vague d'attentats qui est influencée par plusieurs
éléments. D'abord l'incitation, qui est l'incitation de l'autorité palestinienne qui a voulu utiliser cette vague de violence pendant le discours du président Abou Mazen aux Nations Unies, et le Hamas qui depuis l'année passée a tenté de soulever la population dans la Cisjordanie parce qu'ils ne peuvent rien faire pratiquement à partir de Gaza parce qu'ils sont menacés par une autre vague de bombardement, si vous voulez, d'Israël. Et en plus, il y a eu cette période des fêtes juives qui est une période très sensible tant pour les Juifs, mais aussi pour les Palestiniens et les Arabes. Et il y a une caractéristique maintenant du fait que les moyens sociaux de communication, surtout le Facebook, le Twitter, le WhatsApp, ont mis en avance les très jeunes terroristes, si vous voulez, parce que la grande masse de la population palestinienne ne veut pas y participer. Au moins pour le moment. Et donc, c'est ça ce qui caractérise cette vague, peut-être avec des discussions au niveau politique, avec les autorités palestiniennes et avec les leaders du mouvement des partis politiques arabes en Israël, on arrivera à si vous voulez, diluer un peu cette vague de violence, et s'il n'y aura pas un événement très très grave avec beaucoup de morts, je crois que ça va s'arrêter pour un moment. Le mouvement risque de s'essouffler. En tout cas, vous avez commencé à esquisser le profil de ces terroristes, de ces assaillants. Vous dites qu'ils sont très jeunes. C'est vrai qu'ils sont nés après, en tout cas, les accords d'Oslo. On dit que c'est les jeunes de la génération d'Oslo. Je voulais savoir d'où ils viennent exactement, ceux qui vont perpétrer les attaques dans le centre. On dit qu'ils sont originaires de Jérusalem. Mais est-ce qu'ils viennent directement de Jérusalem ou bien ils travaillent aux alentours? Quel est le profil? Pour le moment, la majorité sont dans la région de Jérusalem, les villes palestiniennes, les villages palestiniens de la région. Mais on a vu que maintenant, il y a aussi des Palestiniens arabes, des citoyens d'Israël, qui vivent entre nous, qui sont des citoyens normaux et qui on commence à participer à ce genre d'attentats. Du fait qu'il y a cette jeunesse qui n'est pas contrôlée, il n'est pas contrôlable. Justement, même si certains leaders voulaient atténuer la violence, ils ont des difficultés tant que si vous voulez, la toile, l'Internet et le Facebook les incitent aux actions. Oui, puisque c'est vrai qu'on voit ces images choquantes qui circulent et c'est devenu incontrôlable sur les réseaux sociaux. En tout cas, face à cette vague de violence, certaines mesures sont annoncées. On parle de couvre-feu, notamment à Jérusalem. Est-ce que vous pensez que ça peut aider, que c'est dissuasif? Peut-être pour une période très courte, parce que si on va la prolonger, justement, ce sera transformé dans une intifada. Ce qui est intéressant, par exemple, à Gaza, il y a eu 11 Palestiniens tués, et le Hamas, et même les autres organisations n'ont pas vraiment tiré des roquettes et des missiles de là. Cela signifie qu'ils sont très conscients qu'ils ne font pas rompre, disons, cessez-le-feu, et ça, c'est un point, je crois, positif. Merci beaucoup, Eli Carmon, pour ce décryptage. Merci à vous. C'était il y a exactement 15 ans, pleine deuxième intifada, une scène particulièrement violente qui a parcouru les écrans de télévision du monde entier. 2 soldats israéliens en patrouille qui s'égarent à Ramallah et qui se font lyncher par une foule en colère alors qu'ils pensaient s'être réfugiés dans un poste de police palestinien. Retour sur les faits, c'est avec Léa Volbert. Les mains souillées de sang, fièrement exposées devant une foule en liesse. C'était il y a 15 ans, jour pour jour. 2 soldats israéliens, Valim Norzitz et Yossi Avrahami, s'égarent en voiture. Ils se retrouvent dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie. Rapidement repérés par des policiers palestiniens, ils sont conduits au commissariat. Plusieurs jeunes Palestiniens parviennent à s'infiltrer dans le bâtiment par une fenêtre. Les 2 réservistes israéliens sont battus à mort, défenestrés. L'un des cadavres est pendu, puis roué de coups. Ces scènes de barbarie filmées par une équipe de télévision italienne font le tour du monde. Moins de 24 heures plus tard, l'armée israélienne bombarde plusieurs quartiers de Ramallah. En Israël et en Cisjordanie, le cycle de violence est inexorablement engagé depuis plusieurs jours déjà. C'est le début de la seconde intifada. Les assassins de Valim Norzitz et Yossi Avrahami ont été traqués pendant de nombreuses années. Certains ont été traduits en justice puis emprisonnés. D'autres ont été libérés. C'est le cas de Aziz Sarla, ce jeune Palestinien aux mains ensanglantées, arrêté en 2001 par la police israélienne, puis relâché quelques années plus tard, avec des centaines d'autres prisonniers, en échange du soldat Gilad Shalit.
Voilà pour ces images donc de la deuxième intifada, alors qu'on en redoute une troisième dans les localités en lisière de la bande de Gaza. La sécurité a été renforcée car on craint l'ouverture d'un nouveau front dans cette spirale de la violence. Mel Benuel s'est rendu dans l'une de ces localités. Reportage à Nahal Oz. Pendant plus d'un an, cette tour de garde est restée vide. Mais il y a quelques jours, elle a été réinvestie par Tsahal. Nous sommes ici à Nahal Oz, un village agricole frontalier de la bande de Gaza. 800 mètres seulement séparent ce kibboutz de l'enclave palestinienne. Tout au long du week-end, les habitants de Nahal Oz ont pu assister quasiment depuis leurs fenêtres aux violentes manifestations qui ont pris place au niveau de la clôture de sécurité côté palestinien. Des manifestations auxquelles ont pris part plusieurs centaines de Gazaouis venus exprimer leur colère et leur solidarité avec leurs compatriotes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Nous sommes ici pour Jérusalem et pour exprimer notre solidarité. Nous ne voulons rien des factions palestiniennes, nous n'avons pas besoin de soutien des brigades d'Al-Qassam ou du Fatah. Chaque manifestant est venu de sa propre initiative. Mais ce rassemblement finit par mal tourner au moment où certains manifestants tentent de pénétrer en territoire israélien. Les tirs de sommation de Tsahal n'y font rien. 9 Palestiniens sont tués durant le week-end alors que des dizaines sont blessés. Cette région frontalière n'avait pas connu de telles tensions depuis l'été dernier et l'opération Bordure Protectrice. Dani est agriculteur, il est aussi le porte-parole de Nahal Oz. Après un week-end agité, il se rend comme tous les jours dans ses différentes exploitations agricoles à quelques dizaines de mètres de la clôture de sécurité. Celle qui m'a mise au courant que des Gazaouis tentaient de franchir la clôture, c'est ma mère. Ma mère m'a téléphoné inquiète et m'a demandé qu'est-ce qui se passe à Nahal Oz. Dani nous confie la crainte d'un scénario catastrophe, celui de voir une arrivée massive de Palestiniens décidés à traverser ensemble la frontière en direction de son kibboutz. Ça, on peut dire que c'est le cauchemar de chacun d'entre nous dans le kibboutz. Même si on fait confiance à l'armée qui sait quoi faire dans ces situations. Je pense que Tsahal a fait ce qu'il devait faire ces derniers jours. Et ça me fait vraiment mal pour chaque mort, à chaque fois, peu importe de quel côté il se trouve. Cela fait déjà plusieurs décennies que Dani vit dans ce kibboutz. Il a tout connu ici et notamment les différentes guerres. Il dit comprendre la colère de ses voisins. Ce qu'ils veulent, c'est élever leurs enfants, nourrir leur famille, vivre en paix. Et je suis convaincu de tout mon cœur que la plupart du peuple palestinien en Cisjordanie ou ici, dans la bande de Gaza, veut la paix. Est-ce qu'ils nous aiment? Probablement pas. Mais ils veulent juste vivre, pas mourir. Malgré les différents incidents sécuritaires qui prennent place sous leurs yeux depuis quelques jours, les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, et ceux de Nahal Oz en particulier, ne semblent pas inquiets plus que cela, et la vie suit son cours. Il faut dire aussi qu'ils en ont vu d'autres ces dernières années. Voilà donc pour ce dossier consacré à ces violences en Israël. Et dans le reste de l'actu défense de la semaine, on les appelle les lionceaux du califat. L'État islamique est en train de soulever une armée de petits soldats à Raqqa, le fief syrien des djihadistes. Ils sont au premier rang lors des crucifixions, des décapitations publiques. Portrait croisé de ces enfants d'à peine 10 ans avec Julia Galancia. Sur ces images mises en ligne par l'État islamique, des enfants dans un camp d'entraînement. En Irak ou en Syrie, des garçons sont enlevés par l'organisation terroriste ou la rejoignent volontairement. Tout leur est alors inculqué, de l'interprétation de la charia au maniement d'une arme à feu. Les premières victimes, les enfants des communautés yazidis et chrétiennes. L'entraînement avait lieu du matin au soir pour les enfants. On nous enseignait la religion et ceux qui ne voulaient pas apprendre étaient punis. Pour nous punir, on nous battait et on devait rester debout en plein soleil pendant des heures. Ils nous réveillaient à 4 heures du matin pour la prière et ils punissaient ceux qui ne se réveillaient pas. Il y avait très peu de nourriture. On ne mangeait qu'un repas par jour. Raqqa est le fief syrien de l'État islamique. Ici, la misère est endémique après plus de 4 ans de guerre.
Le groupe persuade souvent les parents d'envoyer leurs enfants dans ces camps d'entraînement en échange d'argent. On se sert de leur sang pour transfuser les combattants blessés. On les paye pour dénoncer les infidèles ou ceux qui critiquent l'organisation. Et on les forme à devenir des kamikazes. On leur apprend même à décapiter un autre être humain. Ils nous ont appris à trancher des gorges et à nous faire exploser. On doit mettre la main sur le front, relever la tête de la personne, lui mettre le couteau sous la gorge et l'égorger. On nous a aussi appris à tirer sur la goupille juste en haut d'une grenade et à la jeter immédiatement ou elle nous explosera dans la main. Aucun chiffre ne permet de dire avec précision combien d'enfants sont concernés. En juillet dernier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirmait que 1100 enfants auraient été recrutés par l'État islamique en 6 mois. Plus de 50 d'entre eux seraient morts, notamment dans des opérations kamikazes. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. Soyez là. N'hésitez pas également à consulter notre site www.i24news.tv. Chaque semaine, vous retrouvez notre émission Défense en replay. Puis n'hésitez pas également à commenter nos émissions, nos reportages, nos sujets sur les réseaux sociaux en rejoignant nos pages Facebook et Twitter. Dans un instant, la suite de vos programmes, c'est sur i24 News.